Trigger warning, description de viol et d'agression sexuelle. La prévalence des situations d'inceste et d'abus sexuels précoces. Dans la société française, dans les sociétés des pays d'Europe et d'Amérique du Nord, et plus récemment en Palestine, en Thaïlande, en Chine et en Nouvelle-Calédonie, la question du nombre d'enfants et d'adolescents victimes d'abus sexuels dans leur famille est très bien renseignée. En revanche, pourtant j'ai sacrément cherché, il n'y a pas d'enquête tentant de comptabiliser le nombre d'agresseurs sexuels d'enfants. Il y a eu 2 tentatives d'enquête peu concluantes dans les années 80 visant à l'autodévoilement des agresseurs. Depuis plus de 50 ans au moins, et en Amérique du Nord et dans plusieurs pays d'Europe, des chercheurs tentent d'évaluer la prévalence de ces abus sexuels intrafamiliaux. Ils relèvent de disciplines diverses, mais principalement de la santé publique, de l'épidémiologie, de la psychologie, et font appel à des protocoles d'enquête différents. Certains résultats sur le taux d'abus sexuels intrafamilial émanent de grandes enquêtes sur la sexualité conduites auprès de vastes échantillons représentatifs de la population générale. Les résultats peuvent provenir également d'enquêtes nationales sur la santé, dont les questionnaires sont passés auprès de dizaines de milliers d'individus d'une société donnée. D'autres résultats émanent de questionnaires passés auprès de populations lycéennes ou universitaires issues d'une même classe d'âge. D'autres protocoles consistent à comparer les profils sociaux de 2 groupes de population. Un groupe test, par exemple des personnes suivies pour le traitement d'une dépression dans un service hospitalier, et un groupe de comparaison issu de la population générale. Tous ces protocoles d'enquête, si différents soient-ils, font l'objet d'une même rigueur scientifique visant à garantir l'objectivité et à discuter la représentativité des résultats. À chacun des stades de la recherche que sont l'enquête exploratoire, l'élaboration des questionnaires, leur passage auprès des répondants, le dépouillement des questionnaires et l'analyse des résultats, les équipes scientifiques évaluent la pertinence et la qualité de leurs propres travaux en les présentant dans des revues, elles-mêmes pourvues de comités de lecture qui évaluent la pertinence de la publication. Ou encore, ces recherches sont soumises à un public critique lors de séminaires de recherche ou de communication dans des colloques. Enfin, notons que l'organisation et l'administration de la recherche scientifique, à peu près partout au monde, soumettent les équipes de recherche, les chercheurs et les projets à des évaluations régulières. Ces évaluations sont conduites par des comités de pairs regroupant des chercheurs de même discipline. Elles sont doublées, pour toutes les recherches menées en Amérique du Nord sur des êtres vivants, par des comités d'éthique ou de déontologie, la terminologie varie mais le principe est identique, qui vérifient la faisabilité des projets ainsi que l'adéquation des méthodes et des objectifs au canon de la rigueur scientifique. Si les conclusions d'une recherche scientifique viennent à l'attention du public, c'est donc parce que les chercheurs qui les ont produites ont passé, avec succès, de multiples barrages de mise en doute. Bref, à moins de remettre totalement en question les démarches quantitatives et l'ensemble des documentations statistiques, on peut dire qu'on dispose, aujourd'hui, d'estimations chiffrées indiquant combien d'enfants sont violés avant 15 ans dans leur famille. Certes, les statistiques de prévalence des abus sexuels sont difficiles à comparer d'une enquête à l'autre, parce que les questions posées sont différentes d'un projet d'enquête à l'autre, que les nomenclatures des questionnaires établissent des regroupements d'âge ou de sévices distincts d'une enquête à l'autre, et que les gestes sexuels dont il est question ne sont pas toujours définis de façon claire. Certes, encore, en comparant les études portant sur les taux de prévalence d'abus sexuels précoces, on constate qu'il n'y a pas de consensus et que les fourchettes de prévalence sont vastes. Pour tout type d'agression sexuelle avec ou sans contact, les taux varient entre 7,4% et 62%. Et en se limitant aux agressions avec contact, la fourchette reste immense puisqu'elle varie de 5,4% à 51%. Dans le cadre d'une recherche sur la santé des jeunes en Nouvelle-Calédonie, Christine Hamelin a dressé un très utile état des lieux de la question de la prévalence des abus sexuels sur mineurs, garçons et filles. En voici les principaux résultats.
Les enquêtes récentes réalisées pour la plupart dans les pays occidentaux montrent que 5% à 10% des hommes déclarent avoir subi des violences sexuelles pendant l'enfance. L'abus sexuel sur mineurs est déclaré par 2,5% à 11% des hommes enquêtés aux États-Unis et en Grande-Bretagne. En France, 5% des hommes interrogés en 2006 dans le cadre de l'enquête Contexte de la sexualité en France évoquent des rapports forcés ou des tentatives de rapports forcés au cours de leur vie. En Nouvelle-Calédonie, dans une étude récente adressée à des jeunes de 18 à 25 ans, 5% des garçons kanaks ont répondu avoir été l'objet d'une ou plusieurs agressions sexuelles avant l'âge de 16 ans. Cela dit, l'ensemble des études menées dans des contextes variés s'accordent sur le fait qu'être une fille constitue partout un facteur majeur de vulnérabilité, y compris dans l'enfance. En 1994, une première revue de littérature regroupant des recherches menées dans 20 pays, dont 10 études en population générale, indiquait que 7 à 36% des filles avaient subi des violences sexuelles dans leur enfance, ce qui était le cas de 3 à 29% des garçons. Le sexe ratio était constamment en défaveur des filles, variant selon les pays de 1,5 à 3,1, avec en moyenne 2,5 filles exposées à des actes de violence sexuelle pour un garçon. Ces résultats sont confirmés par une seconde revue de littérature internationale récemment publiée qui retrouve un ratio minimal de 1,5 et un maximum de 5,5. Dans l'enquête française CSF, donc Contexte de la sexualité en France, les femmes sont effectivement 3 fois plus nombreuses que les hommes à déclarer des rapports ou des tentatives de rapports forcés avant 18 ans. 16% versus 5%. En Nouvelle-Calédonie, l'étude récente sur la situation sociale et la santé des jeunes montre que si 5% des garçons kanaks rapportent une ou des agressions sexuelles avant l'âge de 16 ans, les filles de cette même communauté sont à 19% à déclarer de telles expériences. Néanmoins, à méthodologie comparable et compatible avec l'objectif de comptabilisation des enfants incestés, taux de non-réponse inférieur à 20%, échantillon de population généralement représentatif, fourchette d'âge vaste, les agressions sexuelles sur mineurs avec contact évaluent entre 5 et 6% la population concernée. Typiquement, la victime est 6 à 7 fois sur 10 une fille de 10 ans ou moins connaissant son agresseur dont le sexe est masculin. Chronologie et amélioration des enquêtes statistiques d'ASM, abus sexuels sur mineurs. Mark Shelley explique, ouvrez les guillemets, l'abus sexuel des enfants perpétré au sein même de la famille dans plus de 3/4 des cas, ou encore par un proche, est un fait social dont la prévalence, en tout cas dans la société nord-américaine, paraît avoir été constante, au moins sur plus d'un demi-siècle. Environ 10% avant l'âge de 12 ans chez les filles, entre 2 et 4% chez les garçons. Et ces chiffres ne concernent que l'abus sexuel impliquant un contact génital, allant de l'attouchement à la pénétration sexuelle. Fermez les guillemets. Shelley en 2005. L'abus est dit précoce lorsqu'il survient avant la puberté, dans la moitié des cas entre 9 et 12 ans, et pour une forte minorité dès 4 à 6 ans. En France, le relevé statistique pour l'année 2000 du Service national d'accueil téléphonique de l'enfance maltraitée indique une proportion strictement comparable aux données nord-américaines de 70% d'abus sexuels de l'enfant perpétrés dans le cadre familial parmi l'ensemble des cas alors recueillis par la permanence téléphonique nationale Allô Enfance en danger, le numéro 119. Bien en amont, les premières études d'incidence ont été menées par l'American Human Association, AHA, sous contrat pour le gouvernement américain, qui a rassemblé et collecté tous les signalements effectués chaque année dans chacun des États d'Amérique. La plupart d'entre eux collectaient déjà certaines statistiques de base concernant les maltraitances faites aux enfants
émanant des agences de protection de l'enfance qui remplissaient un formulaire standard pour chaque cas signalé. De l'ensemble de ces rapports, l'AHA extrapolait une estimation nationale des cas d'abus sexuels. Il faut noter qu'il s'agit là du nombre de cas et non d'estimation du nombre d'enfants abusés, certains cas impliquant plusieurs enfants de la même famille. Donc là, il y a un tableau qui est un tableau issu de l'AHA, mais que je ne vais pas pouvoir vous lire, ce ne serait pas compréhensible. Donc je vous renvoie au livre si vous pouvez le trouver. Cependant, déjà, dans les années 80, il était reconnu que la plupart des cas d'abus sexuels ne sont pas déclarés aux agences de protection de l'enfance et reconnu également que la médiatisation croissante de la question de l'enfance maltraitée encourageait les révélations de nouveaux cas, d'où la croissance spectaculaire du nombre de cas d'ASM, donc abus sexuels sur mineurs, relevés par les agences de protection de l'enfance en 8 ans. Les médias, comme les professionnels de la recherche en santé publique, en convenaient. Du coup, pour pallier les lacunes des signalements et pour avoir une idée réaliste du nombre d'enfants agressés sexuellement en Amérique, les autorités sanitaires lancèrent une étude nationale d'incidence en 1981 visant à examiner un échantillon au hasard d'une population de 26 comtés. Tous les cas signalés par d'autres professionnels en sus des agences de protection de l'enfance devaient être répertoriés. Cette étude estima à 44 700 le nombre d'enfants sexuellement abusés entre mai 79 et mai 80, établissant un taux d'incidence de 0,7 pour 1000 enfants. Même problème que dans la tentative de recensement des cas signalés à la protection de l'enfance, des études d'incidence s'appuyant sur les signalements ne pouvaient renseigner sur le nombre réel d'enfants violés. Tout le monde en convint rapidement. Même si ce type d'étude était très utile pour garder la trace du nombre des enfants suivis par les professionnels de la santé, de la justice et de la protection de l'enfance, il fallait trouver d'autres façons de déterminer combien d'enfants vivaient des agressions sexuelles. Le secret des histoires d'inceste, la honte, le très jeune âge des enfants abusés, leur dépendance aux adultes qui les entourent et ne les protègent pas, étaient autant d'entraves au dévoilement volontaire des abus sexuels, et il fallait donc imaginer d'autres approches méthodologiques. Et par ailleurs, la sous-estimation du nombre d'enfants abusés paraissait évidente, ce que la comparaison avec les enquêtes de prévalence allait montrer. Les premières enquêtes de prévalence ont été conçues en fonction d'un postulat simple. Puisque la majorité des abus sexuels ne sont jamais rapportés, la meilleure méthode de mesure doit faire appel directement aux victimes et aux agresseurs pour qu'ils se comptent. Sans surprise, les chercheurs considérèrent que les victimes, plutôt que les agresseurs, offraient de meilleures perspectives de dévoilement. Du coup, ils imaginèrent une série de protocoles méthodologiques différents visant à obtenir les autodévoilements des victimes. En 1986, David Fickel-Orr produit et publie le Sourcebook on Child Sexual Abuse, sorte de document ressource sur les abus sexuels où sont documentés, comptés et étudiés les situations d'ASM. C'est une sorte de document phare, première enquête d'envergure dédiée au sujet et qui reste aujourd'hui encore inégalée par son ampleur et son enjeu. 8 chapitres, dont le premier sur la prévalence, suivi d'un chapitre sur les enfants en danger, de 2 autres sur les perpétrateurs et les recherches en cours sur les auteurs d'abus sexuels, d'une recension des effets des abus sexuels sur les victimes à long terme et qui termine sur des préconisations et un texte de prévention. Comme l'explique Fickel-Orr, la demande pour des statistiques permettant de renseigner le nombre d'enfants violés est ancienne, et les auteurs qui éditent le livre avec lui notent qu'elle est depuis longtemps satisfaite. On savait donc déjà, en 1986, mais aussi en 1929, en 1940, et donc vraiment depuis longtemps, que les abus sexuels sont assez courants dans la vie des enfants. Cependant, pour une variété de raisons, dont le scepticisme des psychanalystes, dont les discours de prolibération sexuelle, non seulement ces statistiques n'ont jamais suscité un grand battage public, mais, à chaque nouvelle publication,
elles paraissent inédites. C'est encore le cas du sondage Ipsos demandé en 2009 par l'Association d'aide aux victimes d'inceste, AIVI, et qui estime à 3% le nombre de personnes ayant été victimes d'inceste en France, estimation sous-évaluée de l'avis des commanditaires et des commentateurs. Certains de ces résultats ont été redécouverts dans les années 70, explique Finkelhor, et des estimations courantes dans la presse américaine comme une fillette sur 4 et un garçon sur 9, habituellement attribuées à des experts anonymes. Une fillette sur 4 provient probablement de l'enquête de Kinsey en 1953. Ont été publiés d'article en article. La publication répétée de ces chiffres les a pourvus d'un halo d'autorité acquis au nombre de citations. Puis, soudain, dans les années 80, un afflux de chiffres est apparu. L'avalanche d'estimations contradictoires a entraîné une confusion et scepticisme sur l'ensemble des statistiques concernant les enfants sexuellement abusés. Donc, suit un tableau 2, c'est la prévalence des abus sexuels sur mineurs et donc qui fait un peu un bilan des différents chiffres en fonction des différentes enquêtes au cours du temps. Le tableau 2 présente un résumé des enquêtes de prévalence disponibles dans les années 80, année faste pour les tentatives de quantification des ASM. Elles sont regroupées en 3 grandes catégories selon le type d'échantillon interrogé et sont présentées par ordre alphabétique d'auteur dans chaque catégorie. Le tableau montre une situation confuse, note Finkelhor, car il n'existait pas de consensus parmi les chercheurs concernant le périmètre de ce qu'il convenait de désigner comme abus sexuels. Les tentatives de mesure des abus sexuels étaient globalement catégorisées en 2 types. Les études d'incidence, qui tentent d'estimer le nombre de cas de nouveaux survenant dans une période donnée, habituellement une année, et les études de prévalence, qui tentent d'estimer la proportion de la population qui a été sexuellement abusée au cours de son enfance. Les résultats des études d'incidence sont généralement indiqués par un nombre par année ou taux pour 1000 enfants par année. La prévalence est exprimée en pourcentage. Les premières enquêtes utilisent des volontaires recrutés de différentes façons. Depuis les années 50, il s'agit principalement d'étudiants, mais il peut s'agir également de populations inscrites à une consultation médicale, d'une classe d'âge, de quotas de quartier. Puis, dans la fin des années 70, les études de prévalence se conduisent principalement au sein d'échantillons de population générale. Les études sont d'abord menées aux États-Unis et au Canada, puis ont été déclinées en Europe et sur les autres continents. L'écart des taux obtenus est immense, de 6 à 62% pour les filles, de 3 à 31% pour les garçons. On doit noter que, même en se basant sur les taux les plus bas, l'ASM est loin d'être une expérience exceptionnelle pour les enfants. On peut noter également que, si on se base sur les taux les plus élevés, on est face à des proportions épidémiques. En dehors des différences évidentes sur la définition plus ou moins englobante de l'abus sexuel, avec ou sans contact, avec ou sans différence d'âge entre les protagonistes, etc., plusieurs facteurs concourent à expliquer les énormes disparités des résultats. Loin d'être une question annexe, la définition de ce qu'on entend par abus sexuel sur mineurs et par inceste est à la fois éminemment politique et fait débat, divisant le monde académique et le public. Rappelez-vous que c'est aussi autour des questions de définition que se sont enracinés les débats virulents concernant la grande enquête sur les violences faites aux femmes en France dans les années 2000. Qu'appelle-t-on une attitude ou une parole violente, un geste violent ? Est-ce qu'une gifle est une violence ? Où se situent les limites au-delà desquelles même Marcella Yacoub et Patrice Maniglier, les promoteurs d'une liberté sexuelle affranchie des barrières d'une civilité jugée anti-érotique, parleraient de violence ? Où se situe la limite entre une agression sexuelle et une relation sexuelle ? Qu'est-ce que le consentement ? Les taux de réponse peuvent, pour prendre d'autres exemples, affecter les résultats de l'enquête. Certains chercheurs ont fait l'hypothèse que, si l'enquêteur annonce d'emblée l'objectif de l'enquête, les répondants qui ne souhaitent pas dévoiler l'ASM auront tendance à esquiver l'enquête, sous-représentant ainsi le nombre réel d'abus sexuels dans les résultats.
D'autres chercheurs, au contraire, pensent que les victimes sautent sur cette opportunité qui leur est offerte de dévoiler leur histoire traumatique. Fort de quelques décennies d'enquête, il semble désormais admis que les questions d'ordre général induisent des taux de prévalence inférieurs que lorsque les questions précisent les gestes et les actes imposés. Les répondants ne désignent pas forcément ce qu'ils ont vécu par le terme d'agression sexuelle ou d'abus sexuel. Si la question est labellisée abus sexuel, là où le répondant voit une initiation sexuelle, même trash, alors les répondants esquivent la réponse. Si, du coup, on leur demande si quelqu'un a eu avec eux un contact génital avant qu'ils aient 14 ans, c'est sans connotation d'agression, et cela n'affecte pas le récit que les répondants se font de leur histoire. On constate alors que les réponses affirmatives augmentent. Les questionnaires longs et à choix multiples apportent plusieurs options, suscitent des taux de prévalence supérieurs. Probablement parce qu'il y a plusieurs moments ou plusieurs questions où le répondant peut cocher ASM en réponse. Alors que si le questionnaire est rapide, on passe la chance de dévoiler un abus sur une question grossièrement formulée. Le répondant peut également associer son expérience à toute autre chose qu'un abus sexuel. Et donc, plus le questionnaire est précis et long, plus le répondant peut trouver une question correspondant à sa façon de nommer ce qu'il a vécu et qui n'est pas identifié par lui comme un abus. Comme cette fille qui était venue à l'association d'entraide aux victimes d'inceste, à Révis, où j'ai travaillé. Un jour de portes ouvertes, une jeune femme explique qu'elle vient chercher de la documentation, mais qu'elle n'a pas vécu d'inceste. Son beau-père lui en fait simplement de l'exhibitionnisme. Quand on lui a demandé de préciser ce qu'elle voulait dire par là, elle a expliqué qu'il la bloquait dans un coin de la maison, lui demandait de se déshabiller et de se mettre nue, pendant que lui-même se déculottait et se masturbait, après quoi il la retournait et se masturbait contre elle. Mick Hunter, en 1984, raconte ainsi comment une femme déclare en session de thérapie de groupe qu'elle n'a jamais été abusée. Quelques rencontres plus tard, elle raconte comment elle avait l'habitude de sucer le pénis de son grand-père. À la stupéfaction du thérapeute, qui lui rappelle qu'elle a dit n'avoir jamais été abusée, ce que la femme confirme. Il ne comprend pas et demande comment elle qualifiait le fait que le grand-père enfonce son pénis dans sa bouche. « Ah ça, répond-elle, mais c'était juste un jeu. » De questions en réponse, il est apparu que la femme avait été sexuellement abusée par plusieurs membres de sa famille qui lui enjoignaient de se taire sur ce petit jeu secret. Pour donner une idée de ces questions types, voici quelques-unes de celles qui figurent dans les questionnaires des enquêtes quantitatives portées par les enquêteurs ou lues par les répondants. Question 1. Avant vos 16 ans, est-ce qu'il y a eu des choses sexuelles faites avec vous ou sur vous de la part d'une personne ayant au moins 5 ans de plus que vous? Finkelhor en 84. Question 2. À n'importe quel moment de votre vie, est-ce qu'un oncle, un frère, votre père, un grand-père ou une parente femme a eu un contact d'ordre sexuel avec vous? Russell, 83. Question 3. Pendant l'enfance ou l'adolescence, est-ce que quelqu'un a exhibé ses organes génitaux devant vous? Wyatt, 85. Question 4. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé ou réussi à toucher votre poitrine ou vos parties génitales contre votre volonté avant vos 14 ans? Russell, 83. Ces questions ne sont bien entendu pas exclusives les unes des autres. Les enquêtes les plus récentes, et notamment celles de Christine Hamelin et Christine Salomon, portant sur la Nouvelle-Calédonie, mettent en soin particulier à rendre possible la révélation d'abus sexuels avant 18 ans. Leur questionnaire est travaillé de telle sorte qu'il permette aux timides, aux discrètes, aux plus gênées, de révéler d'éventuels abus sexuels. Mais indépendamment du protocole d'enquête, il faut aussi compter sur la compétence de l'enquêteur et sa façon de formuler les questions. Un enquêteur qui n'est pas sensibilisé aux questions d'abus sexuels aura moins de chances d'obtenir des réponses qu'une personne formée à l'écoute. Car tout est bon, aux yeux des personnes abusées sexuellement dans l'enfance, pour préférer le silence au dévoilement. Nous y reviendrons, mais il ne faut pas le perdre de vue. En résumé, pour 60 millions de Français, si on compte 5% de victimes d'abus sexuels intrafamiliales,
ce qui est dans la fourchette basse proposée par les enquêtes quantitatives, cela fait au moins 3 millions de personnes ayant été incestées. Mais pour compter convenablement le nombre de personnes impliquées dans les situations d'inceste, il faut évidemment ajouter les incesteurs. Il n'y a pas de statistiques les concernant. Mais s'il y a 3 millions de victimes, on peut estimer que les incesteurs se comptent donc aussi en millions. Si cela vous paraît trop insupportable, ça ne me gêne pas de descendre à quelques centaines de milliers d'incesteurs. Mais alors il faut admettre que ceux-ci auraient incesté non pas un, mais plusieurs enfants de leur famille. En tout cas, pour incester 3 millions d'enfants, il faut du monde. La recherche du nombre juste, de la statistique pure et dure, n'est toutefois peut-être pas la seule option qui permette d'estimer où se situe la pratique de l'inceste dans nos sociétés, sur un continuum allant de l'exception à la banalité. On peut tenter une autre approche du comptage, très empirique et discutable, mais néanmoins indicative de l'existence de l'inceste ça et là dans nos familles. Compter à vue d'œil. Autre façon de raisonner que vous pouvez vous-même mettre en œuvre, on peut parler de l'inceste autour de soi et consigner les réactions. Faites-le, c'est édifiant. Dites à votre entourage que vous êtes en train de lire un livre sur l'inceste qui explique que des tas d'enfants ont vécu des abus sexuels dans leur famille. Vous serez surpris du résultat. De fait, en montrant un programme de recherche sur l'inceste et en travaillant comme bénévole dans une association de victimes, j'ai eu de nombreuses occasions d'évoquer le sujet avec divers interlocuteurs et dans tous les contextes de ma vie quotidienne. À commencer par mon laboratoire du CNRS, d'abord, où je rencontrais régulièrement une vingtaine de collègues. Un jour, une amie collègue, avec qui je me retrouvais un moment dans notre petite bibliothèque, me dit qu'en m'entendant répéter qu'être tripoté par un oncle, ça s'appelait inceste, ou abus sexuel intrafamilial, ou en tout cas qu'on y mettait un mot pour désigner une pratique spécifique, elle avait réalisé que ce qu'elle avait vécu avec le sien était un abus sexuel. Quelque temps plus tard, idem, avec une autre collègue que je soupçonnais de traînasser dans mon bureau pour vérifier mes motivations à travailler sur l'inceste. Est-ce que j'ai moi-même été victime ? C'est une question récurrente qu'on ne pose qu'aux chercheurs qui s'intéressent aux sujets censés rester au placard, comme les personnes qu'ils concernent, homosexualité, inceste, sida, etc. Cette collègue me demande si je ne connais pas une association dans le sud de la France qui pourrait recevoir sa fille incestée par un jeune frère du père et devenu gravement toxicomane. Après ce dévoilement, elle s'est autorisée à me cuisiner un peu autour de ma recherche, après quoi elle a foncé rapporter notre entrevue à une troisième collègue qui m'a raconté tout cela quelques mois plus tard. Un autre collègue a débarqué lui aussi dans le bureau, encore une fois, en me rapportant une histoire abracadabrante de fratrie de petite nièce violée par un des cousins germains. Et l'histoire venait tellement comme un cheveu sous la soupe que je me suis demandé s'il faisait lui aussi l'âne pour avoir du son, ou s'il avait réellement des histoires d'inceste dans sa famille et qu'il profitait du coup du train de dévoilement pour coller son wagon. En tout cas, pour une toute petite équipe de chercheurs d'un tout petit laboratoire, cela faisait déjà pas mal de familles concernées par des situations incestueuses. Quand j'ai parlé la première fois de mon projet d'enquête à mon ancien patron, il y a plusieurs personnes que je peux appeler patron. C'est une façon de ne pas citer de nom. Pour lui dire que j'ai abandonné mes anciens chantiers de recherche, il m'a raconté, mi-rire mi-gêne, que sa belle-mère, deuxième femme de son père, avait tenté de le séduire physiquement à plusieurs occasions quand il était jeune adolescent et que, dans le fond, à bien y repenser, ce pouvait être de l'inceste. C'était intéressant parce qu'il voyait cette histoire du point de vue, minoritaire, de celui qui a pu se soustraire aux avances répétées de sa belle-mère, qui sortait toute nue de la salle de bain et qui lui demandait des massages. Il hésitait à savoir s'il fallait prendre ça comme une possible affaire d'initiation ou comme une agression. Pour les hommes, abusés par une femme, surtout si la femme procède par des avances et non par un viol sauvage, ils sont toujours piégés par ce recours à la question de l'initiation qui n'est apparemment pas ce qu'ils ont ressenti, mais qui est le registre possible à travers lequel raconter l'événement. Cela dit, mon patron n'a pas cédé aux avances de sa belle-mère, et il ne figurerait donc pas au nombre de ceux que j'identifie comme incestés. Ensuite, il y a l'ethnologue, meilleur ami d'une collègue que j'aime beaucoup, dans un autre laboratoire, une victime de plus, des années de viol.
Et puis, plusieurs ethnologues avec qui j'ai travaillé. Et puis, la géographe française. Pas vrai, elle n'est pas géographe, mais c'est aussi une façon de ne pas dire de qui il s'agit. En accueil à l'Université de Montréal, à qui j'avais rendu visite en arrivant là-bas, parce qu'elle travaillait sur le genre et la santé et que ça m'intéressait. Une collègue parisienne m'avait donné ses coordonnées sans me dire qu'elle était aussi incestée par son frère, ce qui a rendu notre première rencontre un peu bizarre. Elle croyait que j'étais au courant et que je faisais comme si je ne savais pas. Et moi, je ne savais vraiment pas. J'avais trouvé cette femme formidable, très claire dans sa tête. Des années de psy, elle m'a dit. Très chouette comme femme. Elle n'a pas laissé s'installer de bizarreries non dites. M'a demandé si notre collègue respective, son amie, m'avait dit quelque chose. J'ai répondu non. Elle m'a expliqué. Ça m'a fait un choc. On se sent bizarre quand quelqu'un vous dévoile des années de viol, surtout qu'on a soi-même parcouru le chemin. Pâtir n'est pas compatir, comme dirait Christine Delphi. Et donc, à mon avis, on ne se sent autrement bizarre devant la révélation si on n'a pas l'expérience de l'inceste, car aucun degré d'empathie ne peut remplacer l'expérience. Au bout du compte, rien qu'en me limitant à la sphère professionnelle, la liste des personnes ayant l'expérience de l'inceste, directement incestées ou proches parents de victimes, était à la limite de l'épouvante. Mais du coup, me demandai-je, qu'est-ce qui coince autant ? Pourquoi continue-t-on de considérer que l'abus sexuel sur mineurs est une rareté ? En posant cette question, je me rappelle avoir consigné dans mon journal de terrain, pourtant très mal tenu, ce que ma sœur m'avait raconté à propos d'une de ses très bonnes amies qui se souvient de scènes hardes avec son père, mais qui bloque totalement sur la possibilité de désigner, donc de penser, ce qu'elle voit dans ses souvenirs. Cette même personne a témoigné contre sa tante au procès que celle-ci intentait pour dénoncer les viols auxquels elle avait été soumise par son frère, le père incesteur de l'ami de ma sœur, violeur sans le nom de violeur. Nonobstant ses propres souvenirs de viol paternel, l'ami de ma sœur a dit que sa tante était folle d'accuser comme ça son père. Et moi, je dis qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Je repense à Martine l'été dernier, avec qui je papotais. 15 ans plus tôt, vendeuse dans une boutique d'une grande enseigne parisienne de prêt-à-porter, un très célèbre jeune avocat médiatisé, habitué de la boutique, lui avait proposé de passer à son domicile pour lui dédicacer son dernier ouvrage. Martine y va, il l'accueille gentiment, et à peine passée la première porte, la jeune femme se retourne et a juste le temps d'apercevoir le pantalon et le caleçon au genou de l'avocat qui se rue sur elle. Elle se débat et cherche la sortie. L'avocat, au sol, se rhabille penaud en bégayant qu'il va la raccompagner chez elle et qu'il y a certainement eu un malentendu. Rétrospectivement, 15 ans après, en entendant raconter par la presse du monde entier la plainte déposée par le procureur de New York contre DSK, soupçonné de l'agression de Nafissatou Diallo, Martine se demande si elle a, 15 ans avant, vécu une tentative de viol. L'idéatype du viol commis par un méchant inconnu où il n'y a guère de doute, pour la femme, pour l'homme, pour le sens commun, sur le fait qu'il s'agit d'un viol, est une goutte d'eau dans l'océan des situations réelles de viol. Car l'agresseur sexuel est presque toujours quelqu'un que connaît sa victime. Donc on n'arrive pas à penser au viol comme à un viol. Majoritairement, l'agresseur est un beau-frère avec qui on plaisante depuis des années, qu'on aime bien et qui, ivre, après une fête, vous coince au bout du couloir. C'est un collègue avec qui vous faites la route chaque mardi pour aller travailler en covoiturage et qui pleure sur votre épaule parce que sa femme le rend malheureux. C'est un copain de la bande avec qui vous faites du théâtre et que vous n'aimez pas trop, mais c'est difficile à assumer parce que tout le monde l'aime bien. Ce qui est valable du côté des violés l'est aussi du côté des violeurs. Si les hommes qui violent et ou qui incestent ont toujours l'impression qu'ils ne forcent personne et que leurs partenaires ont toutes et tous été consentants, c'est aussi parce que les différentes manières dont ils ont obtenu un rapport sexuel n'ont jamais ressemblé, même de loin, à la situation idéale typique du viol. Ils ne se sont pas postés au coin d'un bois en guettant une jeune inconnue à attraper. Typiquement, cette fille vous plaisait depuis un moment. Vous aviez eu de bons contacts à la fête d'anniversaire de l'ami chez qui vous vous êtes rencontrés. Vous vous êtes croisés à quelques dîners à droite, à gauche. La dernière fois, quand les uns sont partis chercher la pizza pour le dîner et les autres les boissons, vous vous êtes retrouvés tous les deux seuls chez votre amie. Elle vous plaisait, vous avez essayé de l'embrasser, elle ne s'y attendait pas. Vous l'avez poussée sur le canapé, elle a fait sa timide.
Vous avez insisté, elle a dit non, a essayé de se dégager. Vous avez insisté en lui disant que son compagnon n'en saurait rien, qu'elle vous plaisait et qu'elle était belle avec sa petite robe. Elle a dit qu'elle aimait son compagnon et qu'elle ne voulait pas le tromper. Cette loyauté à un autre vous a beaucoup plu et vous l'avez maintenue sur le canapé. Elle a bataillé fort, c'était très excitant. En tout cas, ça n'a pas duré plus de 5 minutes. Vous n'avez pas pris les noms de cette jeune femme au sérieux. Vous n'avez jamais pensé que cette petite aventure était un viol. Dans les éléments qui rendent très difficile d'admettre le nombre réel de viols et d'incestes, et qui rendent très difficile la compréhension de l'inceste comme une expérience atroce, et plus largement du viol comme une expérience atroce, il y a l'initiation à la vie sexuelle, pour chaque homme et chaque femme, faite de situations qui ne sont pas toutes heureuses, souhaitées, réussies. Continuum d'expériences vécues par tous et toutes depuis l'adolescence, du rapport sexuel plus ou moins agréable, plus ou moins avec du désir, plus ou moins arraché, qui rend les partenaires plus ou moins violeurs ou plus ou moins violés. L'apprentissage de la sexualité hétérosexuelle est semé d'embûches. À toute discrimination, malheur est bon. Il y a moins de discours, donc moins de pression pesant sur les sexualités entre partenaires de même sexe. Ouvrez les guillemets. À tous les âges, même les plus jeunes, elle reste très imprégnée du schéma traditionnel qui veut que, par nature, l'homme aurait plus de besoins sexuels qu'elle. La sexualité masculine est perçue comme biologique, quand celle de la femme reste très liée à la conjugalité et à l'affectif. Fermez les guillemets. C'est un extrait d'une enquête sur la sexualité sous la direction de Nathalie Bajos et Michel Boson. Pour les filles hétérosexuelles, comme l'indique l'enquête de Nathalie Bajos, il y a la double injonction d'être désirable, de plaire et de rester discrète vis-à-vis de soi-même et des autres par rapport au plaisir sexuel, sous peine de salir sa réputation. Pour les garçons, il y a la double injonction de la performance et du nombre de partenaires qui doit, autant que faire se peut, être élevé. Voilà pour la théorie qui sème des graines sur la disharmonie entre les partenaires sexuels. Dans la pratique, cela suppose, pour les garçons comme pour les filles, de n'écouter ni son désir, ni son plaisir, mais tant mieux si le hasard fait bien les rencontres. Pour les jeunes femmes, cela revient à céder aux avances sexuelles d'un homme, car il leur fait l'honneur de les désirer. Et pour les garçons, à considérer que les femmes cèdent parce qu'elles sont consentantes au rapport sexuel qu'on leur propose. C'est le chef de chantier de fouilles archéologiques qu'on admire, à la réputation de séducteur, à qui on ne pense même pas à dire non, parce qu'on ne se demande pas si on en a envie ou non. On est jeune, libéré, il est beau, intelligent, il est le chef. Tout le monde, il y a toujours des exceptions, a vécu au moins une de ces situations dont la charge pédagogique s'ancre définitivement en chacun, un peu comme le vélo qu'on sait faire une fois pour toutes. Cette imprégnation de chacun à la contrainte sexuelle, subie ou imposée, profite ensuite à l'invisibilité des violences conjugales et de toutes les formes de violences domestiques. Si tu n'as pas dit à quelqu'un, voire à toi-même, que ce gars avec qui tu as couché te dégoûtait, tu as hypothéqué, au moment du premier silence, tes chances de pouvoir dire d'autres dégoûts ou d'autres violences ultérieures. Si tu as forcé ta copine un peu, beaucoup, pour qu'elle couche avec toi, et qu'elle a fini par céder, ça t'arrange et tu capitaliseras la reddition de ta partenaire qui sera portée au bilan de tes relations sexuelles réussies. Rien de mystérieux et d'inévitable dans l'invisibilité et le silence sur les violences subies ou agies. Tout est affaire de pratique, donc de logique et de pédagogie. Idem pour la violence psychologique et la violence physique. Si tu n'as pas ravalé l'insulte que tu as balancée à la gueule de ton copain qui t'a énervé, ou contredit l'insulte que tu as reçue de ton copain, que tu n'as pas attendu parce qu'il était en retard, tu rends l'insulte admissible. Tu compliques, ce faisant, les critères d'évaluation de ce qui rendra, plus tard, une insulte admissible ou inadmissible. Et tu t'exposes à ne plus réagir s'il t'arrive par la suite de te faire encore salement traiter. Sans parler des expériences vécues dans l'enfance, les gifles ou les fessées qu'on reçoit de ses parents pour nous apprendre à écouter les adultes et en réaction à une bêtise qu'on a faite, nous font intérioriser dès l'enfance la justification de la violence. Le cycle des violences, schéma d'intelligibilité du phénomène de la violence conjugale décrit par les féministes,
montée en tension dans le couple, explosion, transfert où la victime veut s'en aller et l'agresseur s'excuser, et réconciliation, se joue bien en amont de la relation dysfonctionnelle entre conjoints. Le tabou sur la violence conjugale s'explique par la gêne généralisée à dénoncer quelque chose qu'on s'est tous habitués à taire et dont la révélation est empêchée par le poids successif des 1001 expériences antérieures de silence. Ajoutez à cela la naturalisation des violences sexuelles sexistes, pensées comme pulsionnelles, ce qui, selon Geneviève Fraisse, joue en faveur de l'absence de volonté politique d'éradiquer le viol. Libération, 9 août 2011. Et on voit mal comment les filles et toutes les autres personnes violées, donc surtout les filles, réaliseraient qu'elles vivent un viol. Pour en revenir à nos moutons, voici une autre façon de compter les personnes concernées directement par l'expérience incestueuse qui, si elle vaut moins pour la représentativité du sondage, est édifiante pour la mise en perspective, voire en abîme qu'elle permet. En acceptant l'idée que sont directement impliquées dans les situations incestueuses toutes les personnes habituées à l'aveuglement et au silence sur les abus sexuels, imprégnées de la contradiction des actes, la pratique de l'inceste et des discours, l'interdit de l'inceste, et collaborant au système, ne serait-ce qu'en ne le dénonçant pas. Il faut ajouter au comptage des victimes d'inceste leurs incesteurs, comme on l'a dit, mais aussi leurs frères et leurs sœurs, éventuellement le ou la conjointe de l'incesteur, la mère, et tous ceux qui vivent ou qui ont vécu dans le foyer de l'incesteur ou de l'incesté.